une gouvernance européenne depuis 1992. Alors, en quoi consiste la gouvernance européenne? Les ambitions du traité de Maastricht ont-elles été accomplies? Et puis en même temps, qu'est-ce que ce traité exactement? Et les difficultés actuelles de l'Union européenne prouvent-elles que cette gouvernance européenne fonctionne mal? Voilà les trois grandes problématiques qui sont données dans votre programme concernant ce chapitre. Ce que je vous propose là, c'est d'aborder un peu toute cette partie, donc d'abord avec un grand 1, l'élargissement et l'approfondissement politique à partir de 92, date de Maastricht. Ensuite, en grand 2, deuxième partie, une Europe en panne depuis 2004. Alors, avant, toujours dans l'introduction, il y a quand même des choses et des notions qu'il faut aborder. Ça aurait pu faire l'objet d'une partie. Donc, sur un autre plan, on verra ça. On n'oublie pas que le sujet qui peut a priori tomber en composition serait la gouvernance européenne depuis le traité de Maastricht. Un tel sujet, d'abord, s'appuie sur des notions qu'il faut maîtriser. La première, c'est la notion de supranationalité. En effet, l'Union européenne a un fonctionnement supranational. Alors, supranational, qu'est-ce que c'est? Eh bien, supranational, c'est ce que l'on dit d'une autorité qui dispose de pouvoirs au-dessus des autres, supérieurs au pouvoir des États, et dont les décisions s'imposent à ces États. Voilà. Une autre notion importante qu'il faut maîtriser dans ce chapitre, c'est la notion de fédéralisme. Alors le fédéralisme, c'est un courant politique qui est favorable en fait à la transformation de l'Union européenne vers une fédération d'États. C'est-à-dire que ces États acceptent de céder une partie de leur pouvoir à une institution, donc supranationale. Dans ce but, les fédéralistes sont partisans d'un approfondissement des politiques européennes, donc une plus grande intégration des politiques. Et puis le sujet comporte un terme, la gouvernance européenne. Cette gouvernance européenne, bon, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une expression qui effectivement désigne cette façon dont les pouvoirs sont organisés, dont sont exercés les pouvoirs au sein de l'Union européenne, avec les relations entre les différents acteurs publics et privés. Face à cette gouvernance européenne, on a donc une résistance qui est qu'on va trouver sous l'appellation de souverainisme. Donc on va retrouver la racine étymologique de souverain, c'est-à-dire donc une doctrine qui cherche à protéger la souveraineté nationale, qui est a priori, selon les souverainistes, mise en péril par un pouvoir de plus en plus fort de l'Union européenne. Donc on a bien compris, c'est l'inverse des fédéralistes, puisque ces souverainistes parlent d'une Europe des nations, avec une autonomie politique des États totale. C'est-à-dire un retrait, un recul des institutions et du pouvoir des institutions européennes communes. Grand 1, élargissement et approfondissement politique à partir de 92. Hugo, s'il te plaît, j'aimerais que tu laisses un peu ton voisin Jules tranquille et que tu te concentres. Merci beaucoup. Alors, le traité de Maastricht, c'est 1992. C'est quoi? C'est une Europe qui s'élargit. D'abord vers l'Est. Et donc, elle s'élargit et elle renforce son domaine de compétences. Il ne faut pas oublier qu'avant, c'est la CE, on parle de la CE. Et là, donc, c'est l'Union européenne. Elle change d'appellation parce que c'est une association régionale qui intègre, qui est de plus en plus intégrée. Et donc, effectivement, qui va au-delà de simples accords économiques. Donc, domaine de compétences en politique étrangère, en justice et en police. Voilà. Donc, la monnaie unique est établie aussi, ce qui renforce forcément le pouvoir de la Commission européenne, qui est donc une initiative législative et qui est gardienne des traités. Et puis, Maastricht, le traité de Maastricht crée une banque centrale indépendante. La Banque centrale européenne et l'eurosystème expliqué. Voici Sarah. Elle voyage actuellement à travers l'Europe. Elle trouve que c'est très pratique d'acheter certaines choses avec l'euro dans de nombreux pays sans devoir changer de l'argent. Et pour elle, c'est facile de comparer les prix entre les différents pays. Elle se demande qui s'occupe de l'euro.
Eh bien, cette tâche incombe à la Banque centrale européenne, dont le siège se trouve à Francfort, et aux banques centrales des pays qui utilisent l'euro. Ensemble, elles constituent l'eurosystème. La mission principale de l'eurosystème consiste à définir et à mettre en œuvre la politique monétaire de la zone euro. Il s'agit de maintenir la stabilité des prix. En d'autres termes, de maintenir l'inflation à des taux inférieurs à, mais proches de 2% à moyen terme. Mais quel rapport cela a-t-il avec Sarah ? Une inflation élevée impliquerait une hausse rapide des prix. Ainsi, avec le temps, Sarah ne pourrait plus acheter la même quantité de biens et de services avec la même somme d'argent. L'eurosystème fait donc tout son possible pour que les prix restent stables. Il dispose d'un certain nombre d'instruments de politique monétaire conventionnelle qu'il peut utiliser. Le plus important d'entre eux, ce sont les décisions qu'il prend concernant les taux d'intérêt directeurs qui ont une incidence sur l'économie et le niveau des prix dans la zone euro. Durant la crise, l'eurosystème a également mis en œuvre, temporairement, des mesures supplémentaires pour favoriser le bon fonctionnement de la zone euro. Au sein de l'eurosystème, les décisions importantes sont prises par le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne. Cet organe est composé des gouverneurs des banques centrales nationales des pays de la zone euro et des membres de la direction de la Banque centrale européenne, appelée le directoire. Mais les membres du Conseil ne représentent pas leur pays. Ils votent en toute indépendance dans l'intérêt de l'ensemble de la zone euro. Et les décisions sont prises de manière collégiale, chaque membre disposant d'une voix. Le président de la Banque centrale européenne ne prend donc pas seul les décisions. L'eurosystème a aussi d'autres missions à accomplir. Il veille notamment au bon fonctionnement des systèmes de paiement, rendant plus rapides, plus sûrs et plus faciles les paiements scripturaux en euros en Europe. Il détient et gère les réserves de change officielles et d'autres actifs, et collecte et établit une large gamme de statistiques. En outre, la Banque centrale européenne autorise l'émission de billets en euros, dont certains se retrouveront dans la poche de Sarah. Ainsi, alors que Sarah poursuit son voyage à travers l'Europe, elle sait maintenant à quoi et à qui elle peut associer l'euro. Et elle comprend mieux de quelle manière la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales influencent la vie des personnes dans la zone euro, où qu'elles vivent, étudient, voyagent ou travaillent. Vous aviez à faire une étude, page 210, donc, et je voulais effectivement que je vous avais fait noter et refaire les piliers, les piliers de l'Union européenne dans ce traité de Maastricht. Donc là, l'idée c'était de prendre en note et de mettre ici votre prise de note de cette étude. Bon, c'est déjà fait, il n'y a plus qu'à remettre votre schéma des 3 piliers avec bien maîtrisé cette idée de communauté européenne et politique commune, de politique étrangère donc et de sécurité commune, et puis la coopération policière et judiciaire en matière pénale. Voilà, qui sont ces 3 piliers de Maastricht et sur lesquels s'intègre de plus en plus l'Union européenne. Alors, une Europe continent à géométrie variable. C'est ce que nous avions vu en première, on s'en souvient, enfin, en tout cas pour certains. L'Europe, c'était la CE, on passe de quoi alors création à 6, et puis on crée élargissement, on passe à 12, à 15 en 95, donc 25 en 2004, 27 en 2007, 28 en 2013, et puis forcément un peu moins depuis quelques temps. Elle se compose de différents espaces. Schengen, l'espace Schengen, euro. Alors, c'est là où on avait fait ces schémas l'année dernière et qu'il faut avoir en tête, être capable de parler justement d'échelle, géométrie variable, une géométrie variable, pourquoi ? Parce que quand on parle de l'Union européenne, eh bien on parle de 27 pays aujourd'hui. 27 pays, ça n'est pas l'espace euro, ça n'est pas la zone euro, ça n'est pas l'espace Schengen. On a des pays qui ne font pas partie automatiquement de tous ces accords en même temps. La zone euro
Donc c'est une zone, un espace monétaire, une zone monétaire, donc qui regroupe tous les États membres de l'Union européenne qui ont adopté l'euro comme monnaie unique. La zone euro est l'ensemble des pays de l'Union européenne qui ont adopté l'euro comme monnaie unique. Il y a précisément 19 pays sur les 28 pays membres de l'UE. La zone euro, elle a commencé à exister bien avant que nous utilisions les pièces et les billets en euros au 1er janvier 2002. Ça s'est passé par paliers. La zone euro a été lancée en 1999 par 11 pays fondateurs: Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas et Portugal. Puis la Grèce en 2001, la Slovénie en 2007, Chypre et Malte en 2008, la Slovaquie en 2009, l'Estonie en 2011, la Lettonie en 2014 et la Lituanie en 2015. Reste que les 9 autres pays de l'Union ne font pas partie de la zone euro. Il y a plusieurs cas de figure. Les Britanniques ne voulaient pas de la monnaie unique dès le début du processus. Ils ont donc négocié un statut à part. Après, d'autres pays ont posé la question à leur population qui a dit non à l'euro. C'est le cas de la Suède et du Danemark. Et puis, il y a les anciens pays de l'Est qui souhaitent entrer dans la zone euro. Bulgarie, Hongrie, Pologne, République tchèque, Roumanie et Croatie. Comme tous les pays de l'Union, ils ont vocation à rejoindre la zone euro. Mais la crise économique et la crise de l'euro sont passées par là. La plupart de ces pays ne savent pas quand ils seront admis. Ils restent sous surveillance. Car ils doivent respecter les fameux critères de convergence économique de Maastricht. Stabilité des prix, des taux de change et des taux d'intérêt, un déficit budgétaire à moins de 3% du PIB et une dette à moins de 60% du PIB. Alors on s'en souvient, la Grèce avait maquillé ses comptes publics pour être acceptée. On s'en est aperçu bien tard. Et puis, ces critères, ils ne sont pas forcément respectés par ceux qui font partie du club. La France, par exemple. Sous l'effet de la crise, le déficit budgétaire a grimpé à 7,5% en 2009 pour retomber à 4% du PIB en 2014. Et pour la dette, c'est pire. On dépasse de loin les 60% du PIB. On est à 97,5% actuellement. Reste que la zone euro possède théoriquement une force de frappe exceptionnelle avec 340 millions d'habitants, la deuxième économie mondiale derrière les États-Unis, mais aussi une croissance poussive ces dernières années, seulement 0,9% de croissance en 2014, c'est 2,5 fois plus faible que les Américains. L'espace Schengen, eh bien c'est donc un espace, alors dont l'origine remonte dans les années 80, donc avec des accords qui avaient été déjà signés entre différents pays, et puis reconfirmés en 90 et puis en 99. Alors, dedans sont membres des pays de l'Union européenne, mais aussi des pays européens qui ne sont pas dans l'Union européenne. Alors cet espace Schengen, du nom de la ville de Schengen, au Luxembourg où ont été signés les premiers accords, permettent la libre circulation des personnes et des marchandises. Et cet espace Schengen comporte 26 États. Il faut être capable rapidement de faire comprendre dans votre production qu'il y a des maillages qui se superposent, d'accord, qui complexifient la lecture géopolitique de cette Union européenne. Et nous, on n'a pas trop cette habitude-là, parce qu'on est quand même issu, en France, de cet héritage de la Révolution française, où on a voulu, vous vous souvenez, un peu changer les choses et simplifier justement le maillage, les superpositions extrêmement compliquées de l'Ancien Régime, et simplifier cela en partant de communes, cantons, départements, voilà. Donc nous, on a ici une Europe qui s'est construite avec des accords et des intégrations à échelle, à géométrie variable. La gouvernance politique est encore imparfaite, effectivement, et l'histoire nous l'a prouvé de ces dernières décennies. On pense aux guerres de l'ex-Yougoslavie qui s'étalent de 91 à 2001 dans cette grande zone, d'accord, des Balkans. On se souvient des États-Unis qui, pendant cette guerre en ex-Yougoslavie, auraient souhaité que l'Union européenne se débrouille un petit peu seule, chez elle.
Quand l'OTAN intervient, eh bien, il intervient forcément aussi avec les États-Unis. Et puis, bon, c'est vrai que les pays européens sont intervenus sous couvert d'ONU, de casque bleu, la France notamment. Mais on a bien vu là la faiblesse de ne pas avoir une force armée européenne efficace, capable d'intervenir dans des pays qui sont dans une Europe géographique et pas encore politiquement intégrée à l'Union européenne, mais donc à 1 heure et demie d'avion de Paris, d'avoir une guerre et de retrouver des images d'horreur qu'on pensait ne plus revoir, surtout pas en Europe, de camps et d'outrages faits aux populations civiles. On a aussi le cas de 2003 avec l'intervention unilatérale, décision unilatérale, des États-Unis qui décident d'intervenir donc en Irak avec là des pays de l'Union européenne qui ont des avis différents et qui n'arrivent pas à se mettre d'accord pour parler d'une seule voix. Voilà, on a la France qui dit non. On a, qui dit non, en tout cas qui met pas de veto au sein de l'ONU, mais qui peut laisser supposer qu'elle irait très loin dans son opposition à cette intervention-là. Elle est soutenue par l'Allemagne, ça n'est pas le cas d'autres pays, dont la Grande-Bretagne, de l'Union européenne, qui, eux, ont soutenu l'intervention américaine. Donc une grosse faiblesse en termes de politique étrangère européenne. Et certains en profitent ainsi, c'est vrai qu'on voit la Chine qui préfère essayer de passer des accords bilatéraux avec l'Italie par exemple, plutôt que de se retrouver face à l'Union européenne, peut-être plus forte, plus costaud, plus lourde à faire bouger. Donc la Chine préfère traiter avec les États de l'Union européenne de façon individuelle plutôt qu'avec l'Union européenne de façon globale. Donc là encore, on voit bien qu'on a aussi un problème de politique étrangère, même économique et militaire. Là, c'est là que la crise de l'euro prend tout son sens. Cette crise de l'euro, dans la fin de la première décennie des années 2000, qui est la première grosse crise, mais suivie de bien d'autres depuis. Cette crise de l'euro, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, écoutez, c'est là où on va pouvoir, avec intérêt, une petite présentation et explication sur cette crise de l'euro. C'est la crise. Mais quelle crise ? Crise de la dette ? Crise de l'euro ? Quel impact sur les banques françaises et de quoi parle-t-on au juste ? Reprenons. Depuis le milieu des années 70, les États développés ont pris l'habitude de vivre au-dessus de leurs moyens, creusant année après année des déficits budgétaires importants, très importants. Pour financer ces déficits, les États empruntent de l'argent auprès des marchés financiers et leurs dettes, ici, là, ou encore ici et là, s'alourdissent. À ceux qui s'inquiètent, on répond qu'un État ne peut pas faire faillite. Et jusqu'en 2010, c'est vrai. Les emprunts émis par les pays développés pour financer leurs économies sont encore considérés comme les plus sûrs au monde. Alors les États continuent de s'endetter pour financer leurs déficits, sans se soucier du lendemain. Jusque-là, il n'y a pas de problème, ou presque. Parce que ça, justement, c'est un vrai problème. Grec. Nous sommes fin 2009. Un nouveau gouvernement arrive au pouvoir. Il révèle que l'État grec a présenté des comptes publics falsifiés et que la dette du pays représente en réalité 113% de son produit intérieur brut. C'est une mécanique infernale qui s'enclenche alors. Les agences de notation abaissent la note de la Grèce. Du coup, les taux d'intérêt exigés par les créanciers augmentent. Conséquence, le poids de la dette s'alourdit encore. Tout le monde se pose alors la même question. Et si la Grèce se révélait incapable de rembourser sa dette ? En clair, si l'État grec faisait faillite. Pire, et si la Grèce fait défaut aujourd'hui, pourquoi pas le Portugal, l'Espagne ou l'Italie ? Pourquoi ces pays ? Parce qu'ils ont accumulé une dette massive et que la croissance y est faible. Et pourquoi la zone euro et pas l'Angleterre ou les États-Unis qui sont également très endettés ?
Parce qu'en Europe, il existe une monnaie unique, certes, mais pas de coordination de la politique budgétaire, économique et fiscale, et que la Banque centrale européenne n'a pas le droit de financer directement les États en difficulté. C'est à chaque État qu'il revient d'emprunter pour couvrir son déficit et qu'il appartient de réduire ses dépenses pour contenir sa dette. Dans cette économie mondialisée dans laquelle nous vivons désormais, la crise aiguise la concurrence entre les pays. Chacun essaie de s'en sortir au détriment des autres. Dans ce contexte, les faiblesses structurelles de l'Europe la mettent dans la situation du maillon faible. Les doutes sur la solidité et la pérennité de l'euro alimentent la spéculation et les pays les plus fragiles sont visés. Un temps limité aux États, la crise de la dette impacte alors le secteur bancaire. À l'été 2011, un plan de sauvetage mis au point par les États européens oblige les banques à renoncer à une partie de leurs créances auprès de la Grèce. Cette décision ouvre une nouvelle crise de confiance. Le placement de pères de famille, qui était la dette des États, devient un placement à risque. Or, les banques et les compagnies d'assurance détiennent une part importante de cette dette. Dans le même temps, et pour se protéger elles-mêmes, les institutions financières américaines cessent de prêter des dollars aux banques européennes pour financer leurs activités de crédit à l'international. Celles-ci connaissent toute une chute très forte de la valeur de leurs actions. Pire, des contraintes réglementaires très strictes, auxquelles les banques américaines ne se soumettent pas, obligent les banques européennes à renforcer très vite leurs fonds propres. Pour les banques françaises, la contrainte est double. Elles sont prises en tenaille entre la difficulté à se financer et le renforcement des contraintes réglementaires. Fin 2011, les banques françaises prennent donc des mesures pour réduire leurs activités fortement consommatrices en capital et améliorer leur ratio de fonds propres. Bonne nouvelle, elles parviennent, malgré une croissance ralentie, à respecter ces objectifs. 2012. Nous y voilà. Les agences de notation dégradent les notes des principaux pays européens qui sont dès lors au pied du mur. Malgré leur impact sur la croissance, des plans de rigueur sont mis en œuvre pour rétablir l'équilibre des finances publiques. Après 40 ans de vie à crédit, la route sera longue. Mais les exemples du Canada, de la Suède ou de l'Italie montrent que c'est possible. Il faut pour cela suivre deux voies complémentaires. D'abord, augmenter les impôts, mais pas trop, et réduire progressivement les dépenses du secteur public en le modernisant pour le rendre plus efficace. Et surtout, soutenir les entreprises qui innovent, prennent des risques, exportent et embauchent, parce que c'est là que se joueront demain la croissance et l'emploi. Une petite vidéo qui semble présenter les choses de façon assez claire. En tout cas, oui, pour la partie historique. Après, sur les banques qui sont les bons élèves et les solutions pour pouvoir s'en sortir, vous avez bien compris que c'est en fait très la partisan. C'est une vidéo qui est sur le site du Crédit Agricole qui se propose d'expliquer la crise de l'euro. Attention, il faut être critique par rapport à ce document. On voit bien que la fin du document donne le beau rôle aux banques et les solutions pour régler la crise financière sont des solutions qui sont discutées et qui font débat entre les différents partis politiques et positions politiques en France et ailleurs en Europe.